Et oui, quand on croit que c'est fini, ça continue encore. Et même si Lou nous conseille de partir, nous allons rester pour une nouvelle émission. Nous sommes maintenant sur le stand des éditions du Masque qui avait publié il y a quelques années Hush Hush de Becca Fitzpatrick, saga maintenant terminée. La saga avait commencé avec Hush Hush, puis Crescendo, Silence et enfin, finale, le tout dernier livre. Je vais donc vous lire la 4e de couverture. En tombant amoureuse de Patch, un ange déchu, Nora a dit adieu à une vie ordinaire. Pourtant, elle ne s'attendait pas à se retrouver à la tête d'une armée de Néphilim, les ennemis jurés de celui qu'elle aime. Alors que leur histoire d'amour est plus dangereuse que jamais, Nora se retrouve face à un choix impossible. Prendre le commandement des Néphilim et déclarer la guerre à Patch, ou refuser le combat et condamner à mort sa famille et ses amis. Et spéciale dédicace pour Naomi. Je suis sur le stand de Fleurus et je vais vous lire la 4e de couverture de Birth Market, dont le premier tome s'intitule Rebelle. Dans le monde de Gaïa, les privilégiés qui habitent derrière le mur de l'enclave et ceux, comme elle, qui vivent à l'extérieur. Tous les mois, la jeune fille aide sa mère, sage-femme, à donner à l'enclave 3 nouveau-nés. Mais un soir, les parents de Gaïa sont brutalement arrêtés et conduits derrière le mur. À peine ont-ils le temps de lui confier un mystérieux ruban sur lequel est brodé un étrange code. Eh bien, nous allons interviewer Manon Forgeton. Bonjour. Bonjour. Alors, pouvez-vous nous parler de la série Dune dont le 2e tome vient de sortir ? Il y a une autre réalité qui est l'invisible. Et dans cet invisible, il y a 2 forces qui s'opposent, qui sont chacune portées par un peuple en fait. Et c'est la force de l'harmonie qui est portée par les sylphes et la force du chaos qui est portée par les Oldaris. Et à un moment donné, le chaos prend le dessus et les sylphes disparaissent les uns après les autres jusqu'à ce qu'il ne en reste plus qu'une. Et en mourant, la dernière des sylphides va transmettre les pouvoirs de son peuple à une petite fille. Cette petite fille, c'est June. Au début de l'histoire, elle a 15 ans, elle ne sait pas du tout qu'elle possède tous ses pouvoirs. Et elle va l'apprendre et elle va apprendre qu'elle est la seule à pouvoir rétablir l'équilibre invisible entre l'harmonie et le chaos. Et ça va l'entraîner dans pas mal de voyages. Voilà. Avant, vous écriviez dans la science-fiction. Maintenant, c'est plutôt du fantastique. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire un changement ? En fait, pour moi, c'est pas vraiment un changement, dans le sens où ça reste la littérature de l'imaginaire. C'est ce qu'on appelle les littératures de l'imaginaire. Et je me suis pas vraiment posé la question de ce que j'allais écrire. Ça s'est fait assez naturellement dans mon premier projet qui était effectivement de l'anticipation, comme dans celui-là qui peut être assimilé à de la fantasy, qui peut être assimilé à de la dystopie, qui peut être vu comme de l'anticipation à très long terme. La chose qui change, c'est que au lieu de s'intéresser comme en science-fiction à de la science, à des évolutions sociétales, là je m'intéresse aussi plus à quelque chose de l'ordre du féerique en fait. Encore plus que du fantastique. Tout ça, c'est des sous-genres. Mais ce qui est intéressant justement en littérature jeunesse, c'est qu'on n'est pas tenu à rentrer dans une case. Parce qu'on est déjà dans une case. On est déjà dans la case jeunesse. Donc on n'est pas tenu de faire exclusivement de la science-fiction, exclusivement du féerique, exclusivement de la fantasy pure et dure. On peut mélanger tout ça et c'est moi ce qui m'intéresse en fait. Donc voilà, j'ai fait de la science-fiction. Là, c'est quelque chose d'un peu plus entre les genres. Je sais que je vais revenir à de l'anticipation à très très court terme et à de la fantaisie un peu plus pure et dure plus tard. Pour moi, tout ça, c'est un peu la même chose, c'est juste de l'imaginaire et de l'imagination surtout. Et êtes-vous content d'être au Salon du Livre et de rencontrer vos lecteurs ? Bah ouais, surtout que ce matin, il y en a eu plein. Donc je m'y attendais pas trop et c'était vraiment chouette. Et c'est toujours un plaisir de les rencontrer parce que c'est toujours un plaisir d'avoir des retours sur le livre, surtout quand on est encore en train d'écrire la suite. C'est super intéressant d'avoir des retours sur les premiers tomes. Pas parce que ça va me faire changer forcément ce que je veux écrire, mais parce que c'est prendre une température. Et je pense qu'inconsciemment, il y a quelque chose qui s'adapte dans mon écriture. Voilà. Nous sommes maintenant sur le stand de Hachette en compagnie de 2 excellents livres. Le 3e tome de Grégor, La prophétie du sang, ainsi que le dernier tome de L'apprenti d'Araluène, Les rois de Clonel. Je me trouve actuellement sur le stand Hachette et je veux poser quelques questions à Bertrand Puard. Bonjour. Bonjour. Alors, parlez-nous de la série Les Effacés.
Alors Les Effacés, c'est une série d'aventures, thriller, qui se propose de suivre 4 adolescents dont les parents ont été assassinés pour une raison qu'on ne connaît pas. Eux-mêmes auraient dû d'ailleurs être assassinés, et puis ils ont été sauvés in extremis par un mystérieux personnage qui s'appelle Nicolas Mandragore, qui les recueille dans une villa en région parisienne et qui va ensuite leur faire mener des enquêtes dans différents milieux. Dans le premier tome qui s'appelle Toxicité maximale, on est dans les laboratoires pharmaceutiques. Le deuxième tome qui s'appelle Crack ultime, on est dans le monde de la bourse et de la banque. Le troisième tome hors jeu, c'est dans le monde du food business. Et donc à chaque fois, ils vont mener une enquête qu'ils vont clôturer à la fin du livre. Et puis il y aura tout au long des 5 premiers livres des Effacés, les 5 premiers volumes, un fil rouge qui va être pourquoi leurs parents ont été assassinés et qui est ce mystérieux personnage qui les a recueillis dans sa villa. Et d'où vous est venue l'idée de parler d'adolescents espions? Alors les adolescents espions, ils ne sont pas véritablement espions, puisqu'en fait ils ne sont pas destinés à être espions. Alors ça, on peut faire référence à des séries comme Cherub, comme Alex Rider, qui sont des séries anglo-saxonnes, alors que moi c'est une série aussi française, donc qui se passe en France. C'est aussi une différence importante à noter avec ces 2 précédentes séries. Et je ne dirais pas qu'ils sont véritablement espions, parce qu'ils agissent non pas pour un gouvernement, non pas pour un État, mais pour un personnage, pour une raison justement qu'on ne connaît pas, mais qu'on va apprendre à connaître. Ils sont plutôt enquêteurs contre leur gré, si on peut dire. Oui, alors contre leur gré, oui et non, parce que ils acceptent aussi ça, parce qu'ils ont envie de connaître, ils ont envie de savoir, ils ont envie d'apprendre pourquoi leurs parents ont été assassinés. Et ce sont aussi des jeunes, des ados qui sont empreints de justice, c'est-à-dire qui ont un fort sens de la justice. C'est aussi pour ça que Nicolas Mandragore les a choisis. Ils ont des parents qui étaient journalistes, qui étaient avocats, qui étaient Et donc ils ont aussi envie de remettre un petit peu de justice dans un monde ou dans des milieux où il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Et combien de tomes comptez-vous faire? Alors on va faire la première série des Effacés, ce qu'on appelle la première saison, un peu pour reprendre une terminologie de série télévisée, va faire 5 volumes. Donc le 4e sort en février prochain, le 1er février. Le 5e, qui clôturera la première saison, sortira en juin prochain, en juin 2013. Et donc au bout de ce 5e tome, on devrait avoir la résolution de qui est ce Nicolas Mandragore et pourquoi ces 5 Effacés, ces 5 ados ont été réunis. Et êtes-vous content d'être au Salon du Livre pour rencontrer vos lecteurs? Je suis très content, c'est très important de rencontrer mes lecteurs. D'ailleurs, j'essaye de le faire. Là, je fais le Salon du Livre aujourd'hui. La semaine dernière, j'étais à Bordeaux. La semaine d'avant, j'étais à Abbeville. Donc, j'essaye toutes les semaines, ou au moins une semaine sur 2, de me déplacer dans des librairies pour aller à la rencontre des lecteurs. Parce que c'est important, d'abord, d'avoir un retour sur ce qu'on fait. L'écriture, c'est un métier très solitaire. Donc, c'est vrai c'est vraiment sympa après de communiquer avec le lecteur, de savoir ce qu'il a aimé, ce qu'il a moins aimé. Donc, le contact, oui, c'est très important. Je me trouve sur le stand de Gallimard Jeunesse et je vais vous présenter 2 titres qui m'ont particulièrement plu et dont nous avons pu interviewer les auteurs au Salon du Livre de Paris l'année dernière. Tout d'abord, Mathieu Hildaf, tome 3, ainsi que A comme association, tome 8, une fin, bien entendu, en beauté. Je me trouve sur le stand Nathan, dont voici les 5 tomes de Time Riders, dont les 2 là vont bientôt sortir. Je me trouve actuellement sur le stand Nathan et je vais interviewer Alex Caro, l'auteur de Time Riders. Hello. Bonjour. Hello. Hello. Can you introduce yourself, please? My name's Alex Scarrow. I am the author of the Time Riders series, a series of nine books, which will be coming out in France over the next 2 years. And can you talk about your new book? Yeah, book number 3, The Code Apocalypse, is a book about the Robin Hood story, which reinvents the story, the truth behind the story. It portrays, for example, King Richard as not a nobleman, but a psychopath. It plays a lot with the whole story there. Nous voici maintenant sur le stand Albin Michel. Et pour commencer, nous avons repéré le nouveau livre de Fred Bernard et François Roca, La fille du samouraï. Souvenez-vous-en, il nous avait aussi fait une dédicace de Anouquette, que vous pourrez voir sur le plateau du Croque-Lecture. J'ai aussi repéré un autre livre qui a l'air tout à fait génial. Il s'agit du Messager du Feu. Je vais donc vous lire une petite partie de la 4e de couverture.
Il connaît l'origine du monde, il sait pourquoi il est aussi parfait et où vont les gens après leur mort. Il sait tout. Je me trouve sur le stand de Cyrus et je vais interviewer Yves Grevet. Bonjour. Bonjour. Il y a 2 ans, vous étiez venu sur le plateau de Croque Lecture et cette année, c'est nous qui venons sur le salon du livre. Êtes-vous content de voir la version collector de Métaux, si l'on peut dire? Oui, c'est une très belle version, je trouve. Voilà. Et puis ça fait Métaux, c'est quand même assez cher. C'est bien d'avoir réussi à regrouper les 3 tomes pour 26 €. Voilà. D'où vous sont venues vos inspirations pour la série Nox? Eh bien, dans le 2e tome de Métaux, à un moment donné, au tout début, Métaux, il se retrouve enfermé dans le noir et à vivre seulement avec ses sensations. Et ça m'avait intéressé, je m'étais dit, je travaillerais bien un univers où les gens sont dans le noir. Voilà. Et le livre s'est inspiré d'un article dans un jeu booking, non? Oui, en fait, j'avais d'abord fait une version de 60 000 signes pour Jeux-Booking. Et j'ai senti qu'il y avait un potentiel, il y avait quelque chose à faire. Et du coup, voilà, j'ai fait 2 tomes de 400 pages avec. Et êtes-vous content de vous trouver au Salon du Livre et de rencontrer vos lecteurs? Oui, toujours très content d'être au Salon du Livre. Et puis, on rencontre nos lecteurs et puis plein de copains, plein de gens qu'on croise qu'ici, en fait. Voilà. Et quand est-ce que sortira le tome 2 de Nox? Avril. Ouais, il est déjà terminé, on en est dans les corrections. On a choisi de sortir le tome 1 un peu décalé pour ne pas faire trop attendre les lecteurs. Bon bah ça y est, hein, le salon du livre c'est terminé. Tout le monde remballe comme vous pouvez le voir. Mais on se retrouve la semaine prochaine pour une émission à Montigny-les-Cormeilles. Donc ciao les croque-lecteurs.